Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur le plateau de Demain, l'Afrique. Afrique demain, c'est Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique à la croisée des chemins, c'est que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de l'économie africaine. L'Afrique, avec un taux de croissance de 5,7%, l'Afrique est lorgnée et aujourd'hui regardée par les multinationales, regardée par des prédateurs, des gens qui veulent bien entendu s'accaparer des richesses de l'Afrique. L'économie et les multinationales en Afrique, quel enjeu? Pour en parler aujourd'hui, nous avons deux invités d'honneur. À ma droite, nous avons Jacques Cheminade, homme politique, essayiste, économiste, candidat aux élections présidentielles en 2017. Vous étiez candidat en 2012. À ma gauche, M. Brice Mankou, docteur en sociologie, maître de conférences, enseignant. Vous êtes professeur à Lille 2. Lille 1 et Lille 1. Très bien. Alors, pour en débattre aujourd'hui, une question qui est simple. Où va l'Afrique économiquement, M. Cheminade? Elle devrait être le continent du futur. Qu'elle le soit dépend le combat des Africains, de notre combat et de la diaspora pour qu'elle soit ce continent du futur. Elle doit l'être parce qu'elle a toutes les matières premières pour l'être. Elle a un peuple qui est un peuple en général, un peuple africain, je parlerai comme les panafricains un peu, un peuple africain, qui a une disposition au souci de l'autre, à la volonté de transformation et aussi d'échange et d'insertion dans un monde dans lequel elle a son mot à dire. Mais il y a les multinationales, mais il y a l'oppression financière, mais il y a l'oppression fiscale, et il y a tous ces mais. Alors, mais quand on parle de mais, on parle également aussi des guerres, de rébellions ici et là. Est-ce que l'économie a besoin de bruits de bottes? Ces bruits de bottes sont entretenus par les uns ou par les autres. Le trafic de drogue, par exemple, est une des choses qui se passe au Mali, au Niger ou ailleurs. La volonté d'accaparer, de prendre les ressources en uranium et en matières premières, l'or, partout. Donc on voit ces problèmes-là, et ce n'est pas un hasard si ce qui devrait être le poumon d'eau de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique centrale, c'est-à-dire le lac Tchad, c'est précisément là où Boko Haram sévit. Alors, sociologiquement, comment vous pouvez faire la cartographie de l'Afrique aujourd'hui? Quel avenir pour l'Afrique, économiquement? Je reprends cette question, anthropologiquement. Bien, l'Afrique, on avait dit par René Dimon que c'était un continent qui était mal parti. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est un réservoir immense de matières premières, réservoir qui part effectivement du sud de Sahara jusqu'en Afrique du Sud, avec le pétrole, avec le diamant, avec de l'or, avec les minerais. Et l'Afrique est finalement victime, depuis des décennies, de toutes ces richesses-là. Ces richesses qui, justement, n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle la croissance partagée, c'est-à-dire qu'on a un continent extrêmement riche, mais à côté... Potentiellement riche, bien extrêmement riche. Quand on parle extrêmement riche, est-ce que les Africains en bénéficient de cette richesse? En fait, la richesse dont je voulais parler, c'est la richesse des sous-sols, mais qui, finalement, est victime de la mauvaise gouvernance, et victime aussi un peu de ce comportement des multinationales qui, finalement, n'arrivent pas à faire que ce peuple puisse vivre pleinement de sa richesse. D'où la question qu'on pourrait se poser, sommes-nous encore indépendants en tant qu'Africains de nos biens économiques, de pouvoir disposer de ces biens économiques dont j'ai parlé, que ce soit le pétrole, que ce soit le fer, que ce soit l'uranium, ou encore, nous sommes un continent finalement maudit. Et donc là se trouve finalement toute la problématique qui pourrait caractériser cette émission. Monsieur Cheminade, quand on parle d'un continent maudit, donc il faut également, par déclinaison, parler de la malédiction de notre richesse en Afrique. Je crois que Joseph
Tchunjang Puemi, le Camerounais, dans Monnaie, Servitude et Liberté, avait bien montré cette Il a travaillé sur le CFA, en fait, sur le oui, franc c'est ça. CFA. Et cette oppression par la monnaie. C'est un premier point. Et le professeur Agboou, qui lui était, je crois, ivoirien, a bien montré l'attitude de la France. Dans cela, la France a traité, pas avec les excès, mais avec les moyens et l'orientation, l'Afrique, du point de vue monétaire, exactement comme les occupants nazis avaient traité la France entre 40 et 44. Vous allez un peu fort, là. Non, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui qui le dit. Alors, il le dit en toutes lettres. Et il n'a pas tort, parce que c'est pas le traitement, on voit tout de suite les images, les camps de concentration et tout le reste. Non, il faut voir la façon dont on tient en esclavage, en servitude, des pays avec le privilège de la monnaie. Alors, ce ne sont pas seulement les Français, hein, c'est dans le monde entier qu'on a ce monétarisme qui est en place. Mais en particulier en Afrique, parce que, comme vous l'avez dit, on cherche à exploiter toutes les matières premières, toutes les richesses de l'Afrique pour en déposséder les Africains et s'en emparer sous une forme financière et pas du tout sous une forme physique de production. Alors, on a parlé là, dernièrement, du sommet de l'Union africaine. On parlait de l'intégration de l'Afrique. Vous croyez à cette posture ? L'intégration de l'Afrique, j'ai bien peur que ce soit une espèce de gadget que beaucoup de chefs d'État aiment agiter lorsque, effectivement, on aborde un certain nombre de questions. J'ai vu, comme tous les autres, le passeport qu'on a... Oui, j'allais aborder le sujet. Voilà. Allez-y, avec Idriss Déby, voilà, le passeport, voilà. Le président rwandais. Le président rwandais, qui disait qu'effectivement, nous sommes là entrés dans l'ère de l'intégration. Je voudrais finalement dire qu'on a eu beaucoup d'outils en Afrique pour pouvoir faire de cette intégration-là une réalité. On a eu une compagnie aérienne qu'on appelait Air Afrique. 11 pays membres d'Air Afrique, mais aucun chef d'État n'a pu sauver cette société. Pour le faire voyager en Europe, Voilà. d'ailleurs. Hein. Aucun chef d'État n'a pu sauver cette société qui était, à mon sens, l'outil privilégié d'intégration africaine. Donc je parle de gadget dans la mesure où les chefs d'État ont toujours vu ça comme étant un idéal difficile à atteindre, alors que l'intégration commencerait déjà par la libre circulation des personnes et des biens. Comment est-ce possible qu'en plein 21e siècle, qu'un Congolais pour aller au Gabon a besoin d'un visa ? On commence déjà par faire l'intégration sous-régionale et peut-être qu'on pourrait partir de l'Afrique du Sud jusqu'au sud du Maroc sans pour autant demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Hein, on l'a vu avec la construction européenne. Tout à fait. Alors, on donne une date au niveau de deadline, on donne un chronogramme si on veut, jusqu'à l'an 2063. Donc, nous, on ne verra pas la vraie Afrique là, maintenant. Je crois qu'on ne peut parler d'intégration que s'il y a bénéfice mutuel et développement mutuel. Or, aujourd'hui, la Banque africaine pour le développement et la BAD, et je crois que ça s'appelle le Global Financial Integrity, ont calculé qu'entre 1980 et 2009, les sorties nettes pour l'Afrique ont été d'entre 597 milliards, chiffre rien dire, 600 milliards et 1400 milliards. Donc il y a eu des sorties nettes, il n'y a pas eu de l'argent qui est venu développer l'Afrique, au contraire. Donc dans ce système-là, si on essaye de s'unir, on doit s'unir contre une oppression extérieure. Or, cette oppression extérieure a été transmise à l'intérieur en favorisant tous ces chefs d'État qu'on a accusés de faire ceci ou cela, et qui ont fait ceci ou cela, mais qui ont été encouragés par le faire de l'extérieur. L'AFD, pour vous, l'AFD, ça apporte quelque chose en Afrique ? L'agence française de... Ça pourrait, mais dans l'état actuel, ça tombe dans le vaste tonneau de la France-Afrique. Malheureusement, c'est le problème. Et si on voit, pour moi, une chance d'avenir pour l'Afrique, c'est de voir ce que fait la Chine, pas parce que les Chinois sont des êtres parfaits, mais parce qu'on peut opposer à ce que fait la Chine, à ce que font les autres, et les Africains peuvent y trouver un instrument de leur indépendance. Alors, je prends la balle au bon. Au niveau de la Chine, j'ai cette question concernant les BRICS. Alors, quand on voit les BRICS, par déclinaison, il y a les BRICS, il y a aussi des Indo-Pakistanais en Afrique qui, bien entendu, occupent la place des autochtones, récupérer le commerce parallèle, informel. Et l'Afrique, ça provient encore plus. Pour vous, quelle est la solution, la vraie solution par rapport à ça ? Parce que désigner, oui, mais des solutions. En fait, l'une des solutions,
sur laquelle on pourrait effectivement voir la question des relations entre la Chine et l'Afrique, c'est la question finalement du partenariat qu'on pourrait établir avec ces pays-là d'Asie du Sud-Est. Le partenariat, pour le coup, le partenariat permet effectivement de donner et de recevoir. C'est le principe. Voilà, le principe de donner et de recevoir. Et donc un principe donnant, et un principe finalement gagnant. Donnant. Pas de win-win entre le déséquilibre qui existe entre l'équilibre de l'Afrique et les Occidentaux, enfin l'Occident. Est-ce qu'on peut se mettre sur le même pied d'égalité? Jusque-là, si l'Afrique a eu du mal à faire vivre ce partenariat avec l'Occident en se tournant vers la Chine, c'est parce que précisément ce partenariat n'a pas du tout fonctionné, comme le dit Jacques Chaminade tout à l'heure. Ce partenariat n'ayant pas fonctionné, les Chinois nous ont proposé tout à fait un autre modèle, mais qui est un modèle qui aura des conséquences demain plus tard, parce qu'il y a une dépossession des terres, ça c'est un problème. Oui. Et non seulement ça... Des terres arables, bien entendu. Voilà, des terres arables, mais il y a aussi l'utilisation des ressources humaines. Quand les Chinois arrivent, ils arrivent avec tout le personnel, leur main-d'œuvre, ce qui fait qu'effectivement, dans des pays où le taux de chômage avoisine quelquefois les 10%, eh bien, on se rend compte que sur le plan de la construction, ils réussissent, mais sur le plan de l'intégration, donc en résolvant la question du chômage, il y a encore des problèmes à faire. D'où la notion de donnant qui va amener le gagnant-gagnant. C'est ce que nos États devraient avoir imposé aux Chinois. Alors, les multinationales, sur ça, au niveau de leur fiscalité, posent des problèmes avec... Oui, vous répondrez à cela quand même, rapidement. Pour la Chine, qui me paraît important, j'ai regardé l'accord passé entre la République démocratique du Congo et la Chine. C'est sur 25 ans. Donc, c'est matières premières contre infrastructure. L'infrastructure, qu'est-ce que c'est? 3000 km de voies ferrées et 3000 km de routes. C'est des hôpitaux, 31 hôpitaux, 4 universités. C'est très bien, il y a échange. Mais il manque un mot, la terre, oui. Et il manque un autre mot, l'industrie. Et tant qu'il n'y aura pas une agriculture africaine qui sera respectée et une terre qui sera respectée, et tant que l'agriculture africaine ne sera pas liée aux consommations habituelles des Africains, il n'y aura pas vraiment une indépendance. Et c'est là que peut-être ce développement relatif induit par ces accords avec la Chine exigera d'aller un bond plus loin et qu'en Afrique, on trouvera des gouvernements qui serviront vraiment leur peuple. Qui serviront vraiment leur peuple. Alors, nous allons suivre un élément, là, ensemble, voir comment les multinationales fonctionnent, opèrent dans la prédation en Afrique. Suivez avec moi cet élément. L'Afrique est mal partie. Tel est le titre de l'ouvrage de René Dumont paru en 1962, œuvre qui mettait l'accent sur le lourd héritage des colonisations. Plus de 60 ans après, les nouvelles d'Afrique confirment chaque jour le diagnostic pessimiste évoqué par René Dumont. Précarité, famine, misère, l'Afrique, avec un sous-sol riche en ressources minières, est malheureusement davantage touchée par la pauvreté. La principale cause, le vampirisme financier que pratiquent les multinationales sur les pays africains est de loin le premier responsable de la misère en Afrique. En fait, déjà fragilisés, les États africains ont hérité d'une souveraineté chancelante que la domination des multinationales et la dislocation des sociétés sous l'effet de politiques d'ajustement structurel ont détruit durablement. Privatisation sauvage, programmes d'ajustement culturel incohérents et drastiques, plans sociaux déguisés, exploitation éhontée de la main-d'œuvre, prix dérisoire de la matière première et fraude commerciale désavantageuse sont autant de mots qui décrivent la dérive et le pouvoir des multinationales. En effet, les multinationales organisent des conflits régionaux ou locaux en Afrique pour obtenir ou conserver des marchés et des concessions. Les coups d'État en Guinée-Bissau ainsi que la déstabilisation du régime en Côte d'Ivoire, en RCA ou bien en Libye sont autant d'exemples que l'Afrique semble s'être installée durablement sous contrôle des multinationales qui, sans état d'âme, plient les ressources minières. Une magouille orchestrée avec la complicité des gouvernements africains signataires des conventions minières au détriment de la population. Population qui s'effondre dans la pauvreté malgré la richesse de leur sous-sol. Au-delà du pillage des ressources minières depuis des décennies, les sociétés pétrolières interviennent également dans la vie économique et politique, par le cautionnement des régimes en place, à la solde des pays occidentaux. Pour exemple, avec 3600 tonnes d'uranium extraites par an, le Niger fournit 36% de l'uranium du groupe français Areva, alors que le pays fait partie des plus pauvres au monde.
alors que Maliens et Nigériens, grands producteurs d'or au monde, croupissent dans la misère. Les firmes Aston, Suez, Bouygues construisent des profits faramineux sous les yeux impuissants des populations locales. Selon Michel Colomb, journaliste et écrivain, l'Afrique est une zone de richesse que les multinationales occidentales disent leur appartenir au détriment des populations locales. Ces entreprises internationales se comportent comme des assassins financiers en détruisant les programmes d'éducation, de santé, d'aide aux petites entreprises, aux paysans, pour transformer le continent en véritable boulevard ouvert aux multinationales. Ainsi, un État qui contrôle et influe la vente de ces matières premières sur le marché est perçu comme la hantise des grandes puissances occidentales. Une politique du chaos organisée par le continent européen et les Américains. Mais la jeune génération d'Africains, avec l'arrivée des puissants réseaux sociaux et de l'Internet, se réveillent et partent faire leurs études en Occident ou aux États-Unis, espérant revenir au pays, changer la donne et faire avancer l'Afrique pour la sortir de la misère et montrer la puissance économique du continent africain au monde entier. Alors, à la lumière de ce que vous venez de suivre, alors votre impression par rapport à ce petit reportage? C'est un pillage de ressources, un pillage de matières premières qui prend plusieurs formes. Hein. Vous avez la fameuse Africa Rail avec ce chemin de fer Bolloré. J'allais poser la question, Bolloré, allez-y, on va débattre, allez-y. Qui va d'Abidjan à Ouagadougou, à Niamey et puis à Cotonou. Et Bolloré s'en sert comme un instrument pour faire des profits grands et à court terme. C'est une autre stratégie de pillage. Donc, c'est tout un contexte qui est créé de cette façon. Je l'ai dit, c'est le contexte monétaire, c'est le contexte financier, et c'est aussi un contexte dans lequel les problèmes réels, qui sont l'infrastructure, qui sont les souverainetés, qui sont la santé, la lutte contre les pandémies, tous ces problèmes-là ne sont pas les priorités. La priorité de ces multinationales, c'est faire de l'argent dans le plus court terme possible, le plus vite possible. C'est ça le monétarisme qu'attaquait Pouemi ou Gbagbo. C'est ça, ce monétarisme et ses conséquences. Donc, c'est ce dont il faut sortir, et au niveau de l'Afrique, et au niveau du monde. Parce que là, on est arrivé à un point de combat mondial. Même les pays développés d'Europe du Sud, subissent le même type de choses. Pas au niveau de l'Afrique, mais ils subissent aussi. Pour gagner un combat en Afrique, il faut au niveau rail, au niveau de la voie ferrée, au niveau de la communication. Bolloré a ces deux éléments-là. Voie ferrée et communication. Tout à fait. Donc, il y a bien entendu le port, les 25 ports africains. Comment peut-on faire avec cela? J'allais presque poser la question, mais à qui la faute? La faute, effectivement, aux dirigeants africains qui, pour des questions de souveraineté, ont cédé un certain nombre de ce qui pouvait constituer la manne financière de ces sociétés, qui, quelquefois, ne payent pas des impôts dans certaines capitales. On le sait très bien. Et on sait que tout ça apparaît un peu comme le miroir aux alouettes, dans la mesure où, si nous perdons la souveraineté financière, eh bien, nous retournons finalement à la colonisation. C'est comme une sorte de néocolonialisme économique qui s'opère sous nos yeux et que les perdants restent les populations qui ne peuvent pas bien se soigner, ne peuvent pas bien envoyer leurs enfants à l'école, ne peuvent pas bien se nourrir, tout en sachant très bien que quand on veut voler un peuple, il faut réunir trois ingrédients. Pour voler un peuple, il faut réunir 3 ingrédients. Premier ingrédient, il faut que ce peuple-là soit non instruit. Premier ingrédient. Or, on sait très bien que dans nos pays, quand on veut, par rapport à l'indice au développement, calculer le développement de nos pays, c'est voir l'état des écoles. Il faut que ce peuple-là soit malade. Évidemment, quand on voit nos pays, l'état des santé, l'état des hôpitaux, on se rend très bien compte qu'on est là devant les malades. Il faut que ce peuple-là soit pauvre. Quand les Bolloré ont réuni ces 3 ingrédients, avec la bénédiction de nos gouvernants, il ne faudrait donc pas qu'on s'étonne que nous passons effectivement vers le sous-développement. Et le reportage de tout à l'heure venait de le démontrer. Reportage, 5% de taux de croissance, 5,7%, pour être précis. On regarde également le dernier rapport de Oxfam qui dit 40 milliards par an volatilisés. La CNUSED aussi dit la même chose. Très bien. Alors, comment peut-on faire pour Oxfam arrêter... et d'autres ont dit qu'il faut créer une alliance globale pour la justice fiscale. C'est un point, c'est pas suffisant du tout, mais c'est un point, c'est déjà une avancée. Et en plus, il faut mettre la pression
sur nos propres pays. Et moi, je le ferai dans l'élection présidentielle. Je mettrai la pression pour notre pays en disant on ne peut pas continuer cette politique vis-à-vis de l'Afrique. C'est pour la France une honte de pratiquer cette politique-là. Regardez, on parle de Bolloré, mais le chemin de fer qui était avant, celui qui allait d'Abidjan à Ouagadougou, 36 km à l'heure de moyenne. Quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'étais ami d'un ingénieur guinéen qui me disait, si on était honnête, il faudrait des TGV pour l'Afrique et dans un premier temps, des trains pour le transport minier qui ne devaient pas être des TGV, mais qui devaient être des trains rapides. Eh bien non, on ne le fait pas. Et on n'éduque pas, on ne fait pas l'effort pour que les gens puissent prendre en main leur destin. Au contraire, exactement ce que vous dites, on les garde pauvres, malades et incapables de se défendre. Et ça, c'est ce qu'on veut créer. Alors, nous, on a ici dans la diaspora, les Africains ont dans la diaspora une certaine élite. Alors, cette élite, elle sert à quoi? Comme vous, par exemple. En fait, l'élite, et c'est là où je voudrais d'abord rendre hommage à cette diaspora, qui, malgré tout, travaille difficilement, parce que ce n'est pas facile du tout. Quand on quitte son pays, dans des conditions qui ont été, pour certains, difficiles, et qu'on se retrouve ici, et qu'on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice, de l'autre côté, on peut être assimilé comme un opposant, alors qu'en réalité, ou comme un empêcheur à tourner en rang, alors qu'en réalité, on veut simplement apporter notre contribution. Ça, c'est une première remarque qu'on pourrait faire. Une deuxième remarque, c'est aussi finalement de se regarder en face, cette diaspora aussi. Est-ce qu'on est toujours engagé dans des combats politiques ou encore dans des combats économiques? Or, quand on voit cette diaspora, elle est prête à aller dans la rue pour contester tel ou tel régime, mais très peu font des propositions pour pouvoir apporter sur le plan économique des solutions. Alors, proposition aujourd'hui, M. Cheminade, vous êtes candidat aux élections présidentielles en 2017. Alors, en 2 minutes, votre proposition pour sortir l'Afrique de l'ornière. Alors, ça va plus loin que l'Afrique. Aujourd'hui, depuis les années 1960, on a laissé prendre le pouvoir dans le monde entier à des intérêts financiers, à une oligarchie financière. Il faut la combattre. Et cette oligarchie financière exerce aujourd'hui un pouvoir quasi absolu dans le monde, par-dessus les gouvernements, par-dessus toutes les résistances. Donc, il faut s'unir contre cette politique de l'oligarchie financière. Alors, ça suppose un retour des États qui défendent la souveraineté des peuples. Moi, je dis, et je vais vous choquer, je suis d'accord avec le président Poutine quand il dit la première des libertés, c'est la souveraineté nationale et la capacité de l'exercer. Eh bien, on devrait, nous, faire exactement cela. On ne le fait pas. Et quand on respecte sa souveraineté nationale, on respecte celle des autres. Donc, il faut communiquer ce message partout qu'il faut faire cette politique de développement mutuel et que l'Afrique est une immense chance pour une Europe qui, toute seule, étoufferait dans son absence de projet. Alors, vous parlez de Poutine. Alors, Poutine influence les élections aux États-Unis. Trump, aujourd'hui, veut absolument sortir de l'OMC, pour vous. Et quelles conséquences pour l'Afrique, d'ailleurs? À mon avis, ni Trump ni Hillary Clinton ne sont des candidats qui devraient être admis à la présidence. On se moque parfois des chefs d'État africains. Eux en sont dignes, disons, des pires, pratiquement. Trump, qui est? C'est un escroc qui a été lié aux avocats du McCarthyisme. Et Hillary Clinton, c'est quelqu'un qui a toujours menti pendant toute sa vie et qui a servi Wall Street. Donc, on a aux États-Unis quelque chose qui arrive au bout du rouleau. C'est intéressant pour nous. Parce que cette chose qui arrive au bout du rouleau est en train de provoquer des protestations énormes dans le peuple américain. Regardez quand Bernie Sanders s'est rallié à Hillary Clinton, pieds et poings liés. Tout le monde est furieux. On est furieux. Les partisans de Bernie ne sont pas d'accord d'ailleurs avec... Non, bien sûr. Voilà. Et on ne trouve pas à l'intérieur des États-Unis quelque chose qui puisse se former qui représente une opposition à ce monde de Wall Street, de la City de Londres, de la prédominance financière. Moi, j'essaye de faire tout ce que je peux pour qu'elle se constitue, nos amis aux États-Unis aussi, pour que se constitue cette force d'opposition qui est des projets à long terme. Et le développement de l'Afrique, c'est essentiel pour la France. 85%, si tout va bien d'ici là, je ne suis pas sûr, mais 85% des francophones seront africains en 2050. 2050, alors en 2050 pour l'Afrique, on dit, on parle d'horizon 2063, autosuffisance alimentaire, sécurisation de l'Afrique. Vous croyez à cela? Quand on voit aux États-Unis, on ne parle même pas aux élections, au niveau des enjeux, on ne parle même pas de l'Afrique. Bien. Enjeu économique, je parle. Oui. L'Afrique est oubliée. Oui. Or, c'est le poumon économique du monde. Mais j'allais presque dire que si on veut qu'on parle de l'Afrique, il faudrait que cette Afrique se réveille. Et pour que cette Afrique se réveille, il y a un outil dont on a parlé, dont M. Chaminade vient de parler, à savoir la francophonie.
quel bel outil justement pour faire de la francophonie, de passer de la francophonie politique à la francophonie économique. Cette francophonie économique commencerait effectivement à s'intéresser aux problèmes de l'électrification de l'Afrique, à s'intéresser aux problèmes de l'éducation, à s'intéresser aux problèmes des femmes qui nourrissent l'Afrique. Et justement, c'est à nous de peser dans toutes les politiques, et Dieu merci de me retrouver en face d'un candidat de 2017 et de me dire qu'effectivement, demain, qu'est-ce que vous aviez à proposer dans vos programmes pour qu'on parle effectivement de cette Afrique? Parce que ce continent est resté longtemps oublié de nos campagnes électorales françaises, de nos campagnes électorales américaines, ce qui est tout à fait dommage. Alors, aux Africains de affirmer son intégrité, son indépendance, à travers, bien entendu, une cohésion et également l'intégration de la vraie Afrique. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.